cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Anaël Vianidou. Bonjour. Bonjour à vous, Nasserine Fatombi. La page des sports, c'est avec vous, Larius Setondi à Diagono. Bonjour à vous également. Oui, bonjour Nasserine Fatombi. Alors, on démarre ce bulletin matinal d'information par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi 22 janvier 2025. Effectivement, le Conseil des ministres s'est tenu le mercredi 22 janvier 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon. Comme il est de coutume à cette session hebdomadaire, plusieurs décisions ont été prises. Suivez avec Wilfried Léandre Ongbedji, porte-parole du gouvernement, le point des décisions prises au titre des mesures normatives. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, organisation du travail pénitentiaire. Le Code de procédure pénale prévoit l'organisation du travail au profit des personnes détenues et le rend obligatoire pour les personnes condamnées. Le présent décret qui en détermine les modalités vise à traduire dans la réalité la vocation corrective de l'emprisonnement en ce qu'il permet de créer dans l'univers carcéral une possibilité d'exercer des activités de production de biens et de services sans occulter le volet formation et ce, en adéquation avec les normes internationales établies en la matière. Ainsi, grâce à diverses occupations, les détenus seront à l'abri de l'oisiveté et seront moins enclins à la tentation de récidive une fois libérés. Les expériences observées prouvent à suffisance que les aptitudes acquises en exerçant ces travaux constituent le fondement d'une réinsertion socio-professionnelle réussie, compte non tenu du fait que la rémunération qu'ils peuvent percevoir favorise la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le texte énonce par ailleurs les conditions d'accès au travail, les types d'activités à exercer, les modalités d'exécution et de rémunération du travail accompli, les droits et les obligations des détenus travailleurs. Il en est de même des obligations des entités agréées à l'organisation du travail au profit des personnes détenues, des partenariats et du financement des activités du travail pénitentiaire. En point 2. Homologation des conditions de commercialisation 2024-2025 de noix de cajou. Au cours de la dite campagne, qui se déroulera du 30 janvier au 31 mai 2025, les acteurs de la filière mettront sur le marché une production de 225 000 tonnes de noix de cajou contre 201 000 tonnes la campagne précédente. Réunis au sein de leur interprofession, ceux-ci se sont accordés sur un prix de vente de 375 francs CFA le kilogramme, dont 5 francs CFA par kilogramme au titre des fonctions critiques. Le Conseil a donc homologué les conditions retenues pour le déroulement de la campagne. Il invite par la même occasion toutes les composantes de l'interprofession cajou à s'investir dans sa réussite, puis à œuvrer dans le sens de l'amélioration constante de la production nationale. Les ministres chargés de l'industrie et du commerce, ainsi que de l'agriculture, sont instruits de les accompagner dans cette dynamique. Sous cette même rubrique, il a été également adopté le décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil national de biosécurité
en application de la loi numéro 2021-01 du 3 février 2021 portant biosécurité en République du Bénin. Dans le registre des communications, d'importantes décisions ont été également prises. Dans le registre des communications, d'importantes décisions ont été également prises sous l'égide du chef de l'État, Patrice Talon. Le point, toujours avec le porte-parole du gouvernement. Au chapitre des communications, en point 1, réalisation des études techniques, socio-économiques, financières et environnementales détaillées pour l'aménagement de périmètres hydro-agricoles. L'objectif visé par les présentes études est de mettre en valeur l'important potentiel de notre agriculture en la rendant moins dépendante des aléas climatiques. Il s'agit d'exploiter au mieux les réservoirs hydro-agricoles naturels qu'offrent les fleuves et vallées, les autres cours d'eau et leurs affluents, de même que les vastes domaines inondables. À terme, la culture irriguée sera privilégiée pour le développement et la promotion d'un certain nombre de filières phares comme le riz et les produits maraîchers. Ces études portent d'une part sur une superficie nette de 6 437 hectares, dont 2 937 disponibles dans les communes de Malanville et de Materi, et d'autre part sur 3 500 hectares répartis dans les communes de Pomassé, Wenhi, Semekpoji et Bonou. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est instruit de veiller à la conclusion des contrats avec les partenaires retenus, tout en veillant à la bonne exécution des missions par la Société béninoise des aménagements agricoles. En point 2, recrutement de 172 fonctionnaires de l'État au profit du ministère de l'Économie et des Finances au titre de l'année 2025. Les agents à recruter sont appelés à servir au niveau de la chaîne centrale des dépenses publiques. Ils seront répartis à raison de 40 au profit de la Direction générale du budget, 55 à déployer au niveau de la Direction nationale du contrôle financier, 37 pour la Direction nationale du contrôle des marchés publics et 40 au titre de la Direction générale du matériel et de la logistique. Ce recrutement permettra de combler le déficit lié au départ à la retraite et d'insuffler une nouvelle dynamique dans la prise en charge des attributions relevant de l'administration des finances. En marquant son accord pour l'organisation du concours à cette fin, le Conseil a instruit les ministres concernés de veiller à la transparence des opérations irrelatives. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin de la formation des conseillers militaires genre avec l'appui du système des Nations Unies du 24 février au 7 mars 2025. S'agissant des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Défense nationale, à l'état-major, directeur de l'organisation et du personnel des armées, intendant militaire de première classe, Mohamed Idrissou, directeur adjoint de l'organisation et du personnel des armées, colonel Didier Dindin, directeur adjoint du renseignement militaire, lieutenant-colonel Damien Eudes Patrick Maillon, directeur adjoint du matériel des armées, colonel Kovi Théophile Beto, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux opérations et à la lutte contre le terrorisme, colonel Abdouli Bariou Akinola Alao Salou, conseiller technique du chef d'état-major général des forces armées béninoises aux infrastructures et à la lutte contre les engins explosifs improvisés, colonel Gilbert Lossitode, conseiller technique à la communication du chef d'état-major général des forces armées béninoises, M. Malonhan Rodrigue Landine Hodé, au cabinet du ministre, conseiller technique juridique, Mme Bolade Érudite Sedogbo, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, M. Gbenoupo Arnaud Togwe, directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, M. Kenou Jean-Kizito Chabisika, directeur départementaux ainsi qu'il suit. Ouémé,
M. Janvier Amoussou. Atlantique, Madame Rose Lorenda Soou, je vous remercie. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a sorti un communiqué suite au procès de Olivier Bokor et d'Oswald Omeki. Effectivement, le procureur spécial de la Criette a sorti un communiqué dont nous faisons la lecture ce matin. L'audience de jugement dans la procédure ministère public, Olivier Bokor, Oswald Omeki et 4 autres a débuté le mardi 21 janvier 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les accusés doivent répondre devant la chambre de jugement statuant en matière criminelle des infractions de complot contre la sûreté de l'État, corruption d'agents publics nationaux, faux et usage de faux. Dès l'ouverture du procès, les avocats de la défense ont estimé que la composition de la juridiction était irrégulière au motif que selon l'article 254 du nouveau code de procédure pénale, le tribunal de première instance statuant en matière criminelle est composé d'un président et de 4 assesseurs, alors que la composition du jugement comportait un président et 2 juges. Or, cette disposition du Code de procédure pénale de 2012, telle que modifiée le 18 mai 2018, ne s'applique pas à la Criette. En effet, à cette loi générale, le législateur a substitué une loi spéciale plus récente. Il s'agit de la loi 2020-07 du 17 février 2020 relative à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Criette, qui dispose en son article 6 nouveau que la Chambre de jugement siège en formation collégiale composée d'un président, juge-président et de 2 assesseurs. Ainsi, depuis le 17 février 2020, le nombre de magistrats devant siéger pour chaque audience correctionnelle ou criminelle à la Criette a été réduit de 5 à 3. C'est en application de cette disposition légale que la Criette a tenu toutes ses dispositions criminelles au cours des 5 dernières années. Ce moyen étant joint au fond, les avocats des accusés ont sollicité une suspension pour demander le déport du juge-président en raison des craintes d'impartialité qu'ils disent nourrir à son égard. À la reprise, les mêmes conseils ont annoncé la déconstitution des intérêts de leurs clients. Les accusés appelés à la barre ont tous affirmé que ces déconstitutions ont été faites avec leur accord. Cette stratégie de la défense s'inscrit dans la logique de multiplication des incidents pour éviter à tout prix le débat public sur le fond du dossier et discréditer la justice et entraver le déroulement du procès. Les violations massives des droits de la défense alléguées ne trouvent pas écho dans le contenu du dossier. Le parquet tient à rappeler que le procès est régi par des lois et règles dont les violations sont sanctionnées dans le cadre des voies de recours ouvertes aux parties. À 2 reprises, la défense a déféré la procédure à la censure de la Cour constitutionnelle. Celle-ci, en rejetant leur recours, a confirmé la régularité de la procédure. À 3 reprises, la défense a saisi la Cour suprême. La haute juridiction a rejeté le pouvoir sur l'arrêt de mise en accusation et a ainsi valider toute la procédure antérieure. En tout état de cause, la justice ne saurait se soumettre à des chantages ni au détournement de ses règles. Fait à Cotonou, le 21 janvier 2025, signé du procureur spécial de la Criette et l'homme Mario Mentonou.
On passe à présent à l'information suivante. L'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye se prononce sur les différents décrets pris par le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis le lundi 20 janvier 2025. À peine investi, le chef de l'État a signé une kyrielle de décrets, entre autres un décret signant la sortie des États-Unis de l'OMS, une organisation qu'il avait par le passé vivement critiquée pour sa gestion de la pandémie de Covid-19 et un autre signant la sortie des USA de l'accord de Paris. Cet accord, obtenu en 2015 lors de la COP 21, réunit l'ensemble des 196 parties à la conférence des Nations Unies sur le climat. Au micro de Francis Fahmi et de Nasrine Fatombi, l'analyste géopolitique Hamzat Abdoulaye se prononce sur ces différents décrets. La ligne directrice de Donald Trump, c'est le retour de la souveraineté américaine. Et cette souveraineté est une souveraineté très forte, très dure, qui met en avant un régime présidentiel très fort, qui met en avant un président de la République fédérale très fort. Et dans ce sens, on peut constater que Donald Trump a opéré des décisions que j'estime radicales, comme la sortie de l'Organisation mondiale de la santé. Or, les États-Unis faisaient partie des contributeurs stratégiques et prioritaires de cette organisation. La sortie des États-Unis de l'OMS annonce une refonte certainement de cette organisation qui a eu à gérer de façon catastrophique la crise du Covid en 2020. Et en 2020, plusieurs citoyens, et pas qu'américains, mais dans le monde entier, ont subi les affres décisionnaires de l'OMS par rapport à une sorte de politique qui s'imposait à tous par rapport au vaccin qui s'était imposé. Quand vous nous dites 7 barres vaccinées à certains endroits du monde, comme aux États-Unis, vous perdez votre job, vous perdez votre emploi, et tout ça a eu des répercussions dramatiques sur le compte social, pas que aux États-Unis, mais dans le monde entier. L'OMS n'a pas su trouver le moyen de s'adapter face à une crise majeure comme la crise du Covid. Et même si je ne suis pas d'accord avec ce retrait des États-Unis, je pense que c'était légitime pour Donald Trump d'annoncer ce retrait de cette organisation qui finalement n'a pas profité pendant qu'il y avait crise, qui n'a pas su trouver des moyens et solutions pérennes pour l'avenir des citoyens américains. Et la dernière chose, c'est par rapport à ces nombreux autres retraits, comme le retrait de l'accord de Paris sur la crise environnementale, sur les défis liés à l'environnement. Je pense que Donald Trump, dans son programme de campagne, faisait état du retour de la réindustrialisation des États-Unis. Et dans ce sens, vous allez comprendre que qui priorise la réindustrialisation ne priorise absolument plus les énergies vertes, mais priorise beaucoup plus les énergies fossiles. Donc, retour au forage pour avoir du pétrole, retour à une très forte industrialisation qui, dans la logique de Donald Trump, ne veut que créer plus d'emplois, ne veut que retourner à un âge d'or où il y avait une certaine prospérité des Américains qui avaient du boulot, qui avaient des salaires consistants et également qui n'étaient pas frappés par de multiples taxes. Donc aujourd'hui, le retrait de cet accord de Paris acte, comme il avait déjà fait lors de son premier mandat, acte une position de Donald Trump très claire sur la question du multilatéralisme. Donald Trump va certainement repositionner les États-Unis dans une nouvelle configuration par rapport au multilatéralisme, par rapport à ces organisations multilatérales qui n'ont pas su trouver qui n'ont pas su se réinventer pour
adhérer, fédérer tout de même. Dernière information pour boucler Anaïdou. Effectivement, Nasrine Fatombi, dernière information, ce qui concerne la religion endogène notamment, Mianon Lalissi Seroundi a organisé les 17, 18 et 19 janvier 2025 la première édition du Peta Trotro à la divinité Tchamba. Cette célébration a pour but d'honorer les ancêtres de la famille pour recevoir plus de bénédictions. Au terme des festivités, Mianon Lalissi Seroundi et Togbe Sedo Amedi nous donnent les contours et les connotations de cette célébration. Suivez-les au micro de nos reporters. On appelle ça le pétatrotro en langue mina. En fond, on peut dire déjà le huetanu, voilà. Et c'est pour quelle divinité? C'est pour la divinité Tchamba, la divinité Adonko. La divinité Tchamba, beaucoup de personnes se disent, mais ça c'est quelle divinité encore? Oui. En fait, ce sont nos ancêtres. Par exemple, quand on parle à Ouida, par exemple, les gens diront que Davonukulito. Voilà, c'est ce que nous on appelle la divinité Tchamba. Ce sont nos ancêtres qui sont allés à la guerre, des personnes qui ont été achetées par le passé, des esclaves et tout. Et par la suite, il y a certaines nombre de choses qui se passent au sein de la famille où il y a nécessité de faire des cérémonies, de faire la cérémonie de ces ancêtres-là. Et donc, c'est la cérémonie de ces ancêtres que moi j'ai fait aujourd'hui, dont on appelle le Huetan, le Pétatrotro de la divinité Tchamba. J'ai ramené d'abord la divinité, les ancêtres, on les a ramenés, comme vous pouvez bien le voir à travers, sous la paillote, là, exposée. Ce sont des figurines comme des jumeaux, mais pas comme des jumeaux, ils ont plus de taille et c'est tout un ensemble de cérémonies qu'on fait avant d'en arriver là pour les mettre à l'exposition au vu de tous où les gens peuvent venir et regarder. Mais ce qu'on peut surtout retenir de ces ancêtres, c'est que là, les personnes que moi j'ai ramenées, qui ont demandé que je les ramène parce qu'il y a un certain nombre de choses qui se passent, c'est la personne principale qui a créé la famille. Nous allons oublier le grand-parent qui est décédé à la guerre. Vous voyez. Et le grand-parent la bloque les choses. Si bien que dans la famille, il n'y a plus d'avancement. Vous voyez. Outre ces ancêtres qu'on a amenés, il y a également les vaudous d'encore, on appelle par exemple le Maman Yedi, le Losso, le Boubloumé, voilà, et le Adonkor, etc. Pokpo aussi. Sachez que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est comme la cérémonie des défunts. Cette cérémonie a tellement de bénéfices parce que, je disais en temps, qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour le faire. C'est parce qu'il y a des problèmes. Et déjà, quand on décide, depuis que moi j'ai décidé de le faire et de couper tout ce qui se passe au sein, par exemple, de la famille, j'ai constaté qu'il y a déjà des améliorations. Ça va régler beaucoup de problèmes. Ça va régler beaucoup de problèmes. Ceux qui sont les enfants de la famille, qui sont bloqués, seront débloqués. Vous voyez. Les enfants, les morts subites là vont cesser. Les cérémonies se poursuivent. Ce n'est pas 3 jours. Ça va durer maintenant, ça va durer 1 semaine, 2 semaines. Ça va durer 2 semaines. C'est le 2 prochain que on va finir les cérémonies. Et presque tous les jours, on sera en train d'honorer, de prier auprès des ancêtres. Je remercie toutes ces personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, qui m'ont soutenu moralement, financièrement, de toutes sortes de manières, afin que cette fête soit vraiment une réussite. Et ensemble aussi, nous avons prié pour la nation. Oui, nous sommes dans un pays, et quand il y a la paix dans le pays, c'est que tout doit, nous qui sommes les citoyens, nous qui sommes les pratiquants du vaudou, c'est que nous aurons effectivement aussi la paix. Donc, au passage, lors des prières, nous avons prié pour la première personnalité de notre pays, le chef de l'État, pour tout ce qu'il nous fait. Merci à vous, Anaïdou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Laios Adiagbenon juste après ceci pour l'actualité sportive.